Nous sommes alors confrontés à la réalité plutôt récente du transgendrisme. Cette notion de transgenre englobe, selon le philosophe Didier Eribon, les travestis, les transsexuels, hommes vers femmes ou femmes vers hommes, les drag queens, les drag kings, mais aussi les gays efféminés, les lesbiennes butch et masculines, même tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ne se sentent pas à l'aise dans leur genre. Mais transsexualisme n'est pas intersexualité ou hermaphrodisme. On définit l'intersexualité comme l'état d'un être humain qui possède des organes génitaux difficiles ou impossibles à classer comme mâle ou femelle selon les standards habituels. Alors, je passe là-dessus parce que je pense que Lucie nous a bien exposé la situation de l'intersexualité au Québec. Et d'ailleurs, Lucie a témoigné aux audiences et on s'est servi beaucoup de ce que Lucie nous a apporté pour rédiger le rapport. Si le transsexualisme se situe dans la mouvance médicale et scientifique, le mouvement transgenre prône la revanche de toutes les identités déviantes et non conformes. Ce mouvement questionne l'ordre binaire des sexes établi de tout temps comme un dogme irréfutable. Cet ordre binaire a créé un idéal normatif d'une homosexualité sans déviance de genre, avec des hommes gays qui apparaîtront comme de vrais hommes et des femmes lesbiennes qui ressembleront à de vraies femmes. Le transgendrisme emprunte ainsi une terminologie évolutive qui décrit les personnes dont le genre, c'est-à-dire l'identité physique et l'identité sociale, reliées au concept d'homme et de femme, entrent en conflit avec le genre que la société leur assigne en considérant leur sexe physique. Même si le transgendrisme s'apparente au travestisme, il s'en éloigne du fait que ses protagonistes entendent vivre à plein temps avec l'identité physique et l'identité sociale qu'ils ont choisie. Un peu à l'image de ces femmes qui, dans l'histoire récente, se sont déguisées physiquement en hommes pour vivre la vie qu'elles avaient choisie et non celle que la société voulait leur faire vivre. Il faut distinguer également non, excuse, il faudrait que je revienne à l'autre. Bon, ben, ça. La flèche en bas. La flèche en bas? Non, oui. Distinguons. Il faut distinguer aussi les transgenres du drag king et de la drag queen qui adoptent plutôt les vêtements et les attitudes de l'autre sexe de manière ludique pour le spectacle. La communauté des trans ne forme pas un bloc monolithique dans lequel des hommes mal dans leur peau voudraient se transformer et vivre en femmes, comme on l'a si souvent laissé entrevoir dans la recherche et l'imagerie populaire. Le terme psychopathia transsexualis a été mentionné pour la première fois en 1949 aux États-Unis par un chercheur qui l'utilisait pour identifier les individus qui appartiennent physiquement à un sexe et apparemment psychologiquement à l'autre et qui désirent modifier chirurgicalement leurs caractéristiques physiques pour ressembler à celles de l'autre sexe. Mais c'est à Harry Benjamin, psychologue d'origine allemande, que l'on doit l'avancement des recherches sur cette question d'identité de genre. Convaincu que le fait de refuser un changement de sexe à un transsexuel est une atteinte à sa liberté, il décide de remettre rapidement à ses patients des certificats médicaux justifiant leur travestissement au cas où ils seraient arrêtés. Il considère que le transsexualisme est un hermaphrodisme psychique. Selon lui, le travesti a un problème de société. Le transsexuel a un problème de genre et l'homosexuel a un problème de sexualité. Alors, c'est vous dire qu'on a fait quand même du chemin depuis ce temps-là. Il affirme que le genre et le sexe sont étroitement liés dans l'identification de la normalité. Le genre normal, selon lui, est celui d'un individu qui se sent bien dans son corps, a une sexualité hétérosexuelle et veut avoir des enfants. Alors, il n'y a plus beaucoup de monde qui sont qui ont un genre normal. Les transsexuels sont de ce fait des personnes déviantes et dysfonctionnelles. Même si ces recherches sont maintenant contestées, elles auront permis de faire évoluer cette réalité. Encore aujourd'hui, il arrive que l'on nomme syndrome de Benjamin cette dysphorie de genre. D'ailleurs, on retrouve un peu partout des références médicales à l'échelle de Benjamin. Je l'ai retrouvé sur un site français sur Internet. En plus d'être infidèle aux théories de Benjamin sur le transsexualisme, le tableau que vous voyez comporte
son lot d'éléments négatifs, entre autres la culpabilité, la maladie mentale, le dysfonctionnement social et l'absolue nécessité de se transformer. Voilà qui permet de cerner l'ampleur de l'homophobie qui entoure toutes ces personnes qui éprouvent le besoin de vivre un défi de genre. L'échelle de Benjamin aura été la première tentative scientifique de classement des identités de genre. Elle est aujourd'hui totalement désuète car il a été démontré que la transsexualité, l'homosexualité et le travestisme sont trois phénomènes tout à fait distincts, tant au point de vue des causes psychologiques et biologiques que des répercussions sur l'individu. Les théories scientifiques modernes font davantage une approche du concept de l'identité de genre qui délaisse les classifications rigides et réductrices au profit d'une évaluation globale du phénomène des transidentités. Alors, je vais sauter la partie ici. Je vais plutôt vous parler de... OK. Alors, lors des audiences publiques tenues à l'hiver 2007, nous avons rencontré des intervenants en santé et des militants et militantes représentant les milieux trans. Ils ont mis en évidence le manque flagrant de ressources humaines et matérielles pour accompagner les personnes aux prises avec ce trouble de l'identité sexuelle ou ce défi de genre. Par exemple, dans la région de la capitale nationale, il y a 2 ans, il n'y a qu'un seul psychiatre et un endocrinologue pour recevoir toutes les personnes qui ont un défi de genre. De telle sorte que seuls les transsexuels dits primaires, c'est-à-dire ceux et celles qui ont la conviction très profonde de posséder un sexe anatomique différent de leur sexe psychologique depuis leur tendre enfance, sont traités. Les autres, dits secondaires, sont abandonnés par le système de santé québécois dans la région de Québec à tout le moins. Ils ont probablement ressenti la même conviction que les transsexuels primaires dans leur enfance, mais ils l'ont refoulée à l'adolescence au début de l'âge adulte. Les suivis psychiatriques durent en moyenne de 3 à 5 ans avant que les clients accèdent aux premières opérations. Lorsque psychiatres et endocrinologues les considèrent prêts pour les dernières étapes de leur transformation, ils doivent se rendre à Montréal, puisqu'aucun chirurgien de la région n'accepte de le faire. 2 médecins d'une clinique privée montréalaise les opèrent au coût de 15 à 20 000 $ pour un M2F et de 60 000 $ pour un F2M. La situation est si problématique et si contraignante que la plupart des transsexuels et des transgenres s'approvisionnent en hormones sur le marché noir. Ceux et celles qui veulent une transformation complète quittent fréquemment le Québec pour aller se faire opérer en Thaïlande, en Inde ou au Brésil. À leur retour, il n'est pas rare que des médecins leur refusent le suivi médical, pourtant si important du fait qu'ils devront, ils ou elles, entre autres, prendre des hormones toute leur vie. Les trans que nous avons rencontrés nous ont également fait part des difficultés que vivent les plus jeunes d'entre eux. Les médecins n'acceptent de les voir généralement qu'après leur majorité, ce qui occasionne de graves détresse psychologiques. On nous a signalé également le manque flagrant de ressources pour accompagner les membres des familles. Comment gérer une crise familiale engendrée lorsque l'un des membres décide d'entreprendre un long processus de transformation M2F ou F2M? Par manque d'information, la méconnaissance du personnel du réseau de la santé sur la question de la transsexualité, du transgendrisme et de l'intersexualité entraîne une situation très anxiogène pour les personnes transsexuelles, amplifiée par le coût élevé des soins spécifiques de l'hormonothérapie, la chirurgie de transformation et les thérapies d'accompagnement. Il ne faut pas se surprendre de la méfiance des transsexuels vis-à-vis du personnel hospitalier. Face à la rareté des services, les personnes trans se tournent souvent vers le secteur privé, le marché noir ou le tourisme médical, avec les coûts sociaux et médicaux que cela entraîne. Il s'avère donc urgent que les services de santé et de services sociaux puissent les prendre en charge. Si les lesbiennes et les gays ont atteint l'égalité et la reconnaissance de leurs droits au Québec, s'ils ont la possibilité de former des familles et d'être reconnus parents à part entière, il n'en est pas de même pour les trans. Stéréotypes, préjugés, jugements moraux, provenant de tout milieu, même des plus hautes sphères gouvernementales et universitaires, nombreux sont les avocats et les juges, les médecins, les psychiatres, les psychologues, les éthiciens de la santé, les parlementaires, les professeurs qui les considèrent comme des déviants dysfonctionnels vivant une dysphorie de genre. Quant aux intersexués, on les opère encore sous prétexte de leur permettre de se retrouver rapidement à l'autre bout du continuum sexuel,
M2F ou F2M, mais jamais entre les deux ou le moins de temps possible. Le phénomène de transidentité ou du défi de genre est appelé à se développer dans la mouvance du mouvement queer en particulier. Notre société est encore si normative. Il est important d'entreprendre sans tarder des recherches sur les diverses problématiques que vivent ces communautés afin de documenter et de former les intervenants de première ligne à la réalité. Il devient également urgent de développer des stratégies d'action qui appelleront à une plus grande ouverture, sinon à une raisonnable tolérance face à ces groupes au fond si dérangeants, parce que si questionnants, si différents. Ouverture et tolérance qui devront éventuellement rejaillir dans toutes nos lois. Merci.